Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Le séminaire qui commence ce matin, comme vous le voyez, n'a pas de rapport, n'est pas un corollaire, n'est pas une prolongation du cours. C'est un souci nouveau qui me travaille du reste depuis assez longtemps concernant la définition même de l'œuvre d'art. Comment pouvons-nous définir l'achèvement d'une œuvre d'art? Comment pouvons-nous voir que là, la main de l'artiste a terminé, a mis son finit, ludendo dicit. On ne sait pas souvent quelles sont les conditions d'origine d'œuvres que nous admirons aujourd'hui dans leur inaccomplissement. Est-ce que si on avait certains ouvrages de l'époque classique dans leur plénitude de finition, serait-on si fasciné? Donc il y a plusieurs éléments qui nous demandent de faire une enquête profonde autour de la condition de l'œuvre d'art, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les installations, l'ouvrage même bouge. Aujourd'hui, un élément est là et le jour d'après peut être défait, recomposé, réintitulé, aller ailleurs. Tout ça donc nous demande une certaine attention sur les données du passé, mais aussi sur les conditions présentes dans lesquelles l'œuvre d'art se définit. Je me suis permis donc de prendre comme titre de ce séminaire, et je remercie les collègues qui sont déjà là ce matin, Corinne Escovitch et Francisco Arauta, qui vont parler dans les séminaires des semaines prochaines, parce que j'aimerais bien qu'il s'agisse en effet d'un travail collectif, d'une réflexion commune autour d'une urgence quant aux conditions de l'œuvre d'art. Ce titre vient d'un ouvrage de Vladimir Yankévitch et Béatrice Berlovitz, quelque part dans l'inachevé. C'est un dialogue, une série de réflexions, une manière de lire a posteriori l'expérience de cet écrivain, philosophe, moraliste, qui a marqué avec sa prose notre temps. Mais il faut bien dire, et nous le verrons dans un instant, que la formule même vient en réalité des cahiers de Malte Loritz Brigg de Rilke. La formule est de Rilke et c'est à Rilke qu'il faut remonter pour comprendre l'ensemble de ce qu'il y a derrière cette formule. Je viens donc à quelques éléments d'abord sémantiques, de vocabulaire. J'avais déjà consacré une partie de mon cours à Bruxelles, il y a, j'imagine, à peu près 10 ou 12 années, sur l'inachevé et l'inaccompli. C'était à l'occasion de la chaire Franqui. Mais aujourd'hui, je voudrais reprendre ces éléments dans une optique plus poussée, c'est-à-dire que l'inachèvement n'est pas une perte, n'est pas un manque, mais est plutôt une condition même de l'œuvre d'art. Nous le verrons du reste tout de suite jeudi prochain avec le cours que Michel Gendret viendra nous donner. Il n'y a pas d'œuvre sans lecteur. Donc le lecteur, comme la partition pour la musique, l'interprétation accomplissant la partition, de même, le lecteur porte à sa perfection l'œuvre d'art. Et même dans la patristique, Grégoire disait « scriptura cum legentibus crescit ». L'écriture même s'enrichit avec
la lecture des fidèles et des lecteurs. Je partirai alors, pour commencer, avec un élément de vocabulaire de Marie-Charles-Joseph de Pougin, qui nous dit en 1794 que achevé et inachevé vient du latin expletus, inexpletus, et accompli ou inaccompli du latin in absolutus, en marquant tout de suite une différence entre l'inexpletus inachevé, c'est-à-dire qui n'est pas arrivé à chef, et l'autre, c'est-à-dire l'inabsolutus, qui nous donne plutôt une tradition morale. Il faut accomplir une tâche, satisfaire à un travail, et l'inaccompli reste avec une espèce de petite sanction morale qui n'est pas dans l'inachevé. Dans son livre Babel ou l'inachèvement, Paul Zumthor, donc 1997, Paul Zumthor rappelle, et ce sera, j'imagine, aussi le sujet de la conférence que Francis Koraut va nous proposer, le premier grand inachèvement, c'est-à-dire la tour de Babel. Et il rappelle la Genèse au chapitre 11, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. » Alors, vous voyez qu'il y a tout de suite une tension entre l'idée de réunir l'expérience humaine dans une sorte de citadelle, une grande tour, et l'idée même de la dispersion. Il faut nous réunir pour ne pas être dispersés, pour ne pas être dans la diaspora. Et Zumthor rappelle les versets suivants. Il cesse de bâtir la ville, sur quoi il, c'est-à-dire Yahvé, clame son nom de la ville, qui sera Bavel, confusion, car là, Yahvé confond la lèvre de toute la terre et de là, Yahvé les disperse. Mais Zumthor, avec un saut optimiste, pour ainsi dire, se réfère à Ménil du Buisson, qui, écartant une vocalisation due au Massorète, permet d'interpréter que, au lieu de Shem, non, on peut dire chant ici, et donc il interprète la fin de la tour de Babel en réalité comme une chance supplémentaire donnée à l'humanité, qui a pu, à partir de là, se multiplier au-delà d'un seul lieu, a pu se multiplier dans la pluralité, a pu faire chemin partout, en commençant, pour ainsi dire, la fin de Babel, je résume, est le commencement de l'aventure d'Ulysse. Sans Babel, est-ce qu'il y aurait eu Ulysse? Bon, ça c'est le livre, la fascination du livre de Paul Zumthor, Babel ou l'inachèvement. Je ne vais pas continuer là-dessus parce que je vais revenir à Yankelevitch et à son volume. Donc, dans le bilan de sa vie, il a voulu donner ce titre quelque part dans l'inachevé. Et il y a en effet un élément qui nous lie au cours. Cet élément, je voudrais le lire tout de suite. Nous avons pris comme souci, comme problème du cours, le fait que les mots sont là, pèsent, sont des dragées qui tombent sur le bateau dans le voyage de Pantagruel et de ses amis. Ils ont une consistance, il faut les faire fondre, etc. Donc, ces mots existent, pèsent, ont une surface, un poids, une dimension. Et Yankelevitch nous dit précisément que
son souci vient du fait que sa recherche a fait son deuil de la consistance substantielle en général. Nous sommes donc à l'opposé. Il faut établir, et je le ferai surtout en me référant à la fin de cette matinée à Francis Ponge, il faut faire une espèce de dialectique paradoxale entre la substance que nous rêvons, que nous cherchons dans les mots, la substance, et d'autre part ce deuil de toute hypothèse substantielle générale. Ma recherche a fait son deuil de la consistance substantielle en général. Le monde que nous parcourons, enfin le monde que Jankélévitch a étudié, est un monde plein de fissuration, de craquelures, de discontinuité. Et comment établir une métaphysique, comment établir une morale, comment établir simplement une logique qui puisse dire là il y a la substance. Donc nous sommes en effet entre deux mythologies complètement différentes. D'un côté la soif de quelque chose de substantiel, même dans les mots, et d'autre part le renoncement à toute vision substantielle. À partir de là, Jankélévitch nous propose en effet le rapport entre l'inachèvement et l'irréversible. C'est l'irréversible et la nostalgie est l'un de ses livres. Et en reprenant ce chemin, il nous dit, et là aussi, il faut faire une espèce de réflexion paradoxale, l'irréversibilité se définit comme l'impossibilité de la répétition. S'il y a une répétition dans une expérimentation ou dans un acte, cet acte n'est pas irréversible. On peut toujours le refaire, on peut toujours manipuler l'expérience, on peut toujours revenir sur ses pas. Mais l'irréversibilité se définit comme l'impossibilité de la répétition. Et l'impossibilité de la répétition implique l'impossibilité de la confirmation. L'irréversible porte l'insaisissable à son comble. C'est-à-dire là où les recommencements sont impossibles et les repentirs inefficaces. Donc, si nous prenons maintenant ce couple irréversibilité-inachèvement, nous voyons que l'inachèvement est une espèce d'horizon ou de limite de l'irréversible. C'est au moment où on prononce sur un objet le terme inachevé que cet objet, dans sa forme, devient irréversible. Tant que je peux penser, imaginer que ce travail sera tôt ou tard achevé, l'irréversibilité n'est pas là. Je peux toujours le retravailler, je peux donner encore un coup de pinceau, je peux encore faire une ébauche, une esquisse, donner un peu de couleur, ajouter un peu de pâte, des nuances. Mais du moment où quelqu'un prononce, l'auteur, un spectateur, un directeur de musée, quelqu'un qui prend une autorité sur cet ouvrage en disant « c'est inachevé », eh bien à partir de ce moment-là, cet ouvrage devient à son tour irréversible. Il n'y a plus la possibilité d'intervenir. En tout cas, je le pose comme problème. Nous verrons que dans l'époque contemporaine, on a des cas dans lesquels des auteurs laissent
un ouvrage sur une place et puis ajoute un petit mot en disant à parfaire par les gens qui passent par ici. Hein, tout à fait possible. C'est un peu comme le café sospeso à Naples, un café qui est là pour ceux qui vont venir. On ne sait pas, on l'offre, mais pour ceux qui vont venir. Eh bien, dans cette condition, évidemment, il y a la dimension temps qui compte. L'irréversibilité liée à cette définition d'inachèvement suppose un temps qui ne peut plus être modifié, le temps de l'auteur collant, pour ainsi dire, au temps de l'œuvre. Alors que dans l'autre hypothèse, il y a un temps ouvert et l'achèvement de l'ouvrage est lié, comment dirais-je, au déroulement des jours, des semaines, des gens qui passent, etc. Alors, nous ne sommes pas encore dans une condition stable, mais des cas se sont déjà produits. Donc, il faut prendre aussi en considération ce problème, qui est un problème en même temps philosophique et, je dirais, presque d'atelier, le problème de l'irréversibilité. Quand est-ce qu'un ouvrage est devenu irréversible? Et donc, quand est-ce qu'on peut dire inachèvement ou achèvement de l'œuvre même? Et Jankélévitch nous aide dans cette réflexion. Encore un autre problème qui va plutôt dans le sens de la perception. Jusqu'à présent, nous avons abordé quelques thèmes simplement de la constitution de l'ouvrage en tant que tel. Maintenant, il y a la lecture, l'intervention du lecteur. Et Jankélévitch, dans cette espèce de va-et-vient du flux des questions-réponses, il nous dit aussi que l'inachèvement est une sorte de nostalgie anticipée. Est-ce qu'un ouvrage parfaitement accompli nous donne de la nostalgie? Nous pouvons faire le tour, je ne sais pas, prenons un Canova ou un Bernin à Villa Borghese, tout est là. Est-ce que cela nous donne nostalgie? Alors, il faudrait évidemment monter de plusieurs degrés d'interprétation pour imaginer Apollon et Daphné, non pas dans ce moment d'accomplissement parfait de l'ouvrage, mais dans le moment qui n'est plus celui de la statue, mais celui des sources, où Daphné lance son dernier cri de jeune fille qui bouge et qui renonce, pour ainsi dire, à la vie pour ne pas être entièrement saisie par Apollon. Donc, bien sûr, l'ouvrage, dans sa plénitude, peut susciter une nostalgie seconde, mais il est plus facile de nous trouver comme lecteurs face à un inachèvement qui nous donne la nostalgie anticipée, comme Jankélévitch le dit, et je vous lis le passage. L'occasion est passionnante, l'occasion qui est le kairos en même temps, l'instant, à la manière d'une nostalgie anticipée, parce que ce moment est bref comme un songe et jamais ne se reproduira. Parce que, enfin, cela ressemble à cette passante de Baudelaire, à cet inconnu que jamais plus nous ne reverrons. Et il cite les deux strophes finales du célèbre sonnet de Baudelaire à une passante. Je le lis parce que nous le retrouverons dans un autre texte sur l'inachèvement. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Bien, ce texte, nous le retrouverons, mais j'aime souligner ce caractère de nostalgie anticipée. L'inachèvement a cette fascination supplémentaire. Nous voyons déjà tout ce qui, en manquant, permet dans notre esprit le deuil du retour à la forme. Je prends l'exemple peut-être le plus radical d'inachèvement voulu, c'est-à-dire la Pietà Rondanini à Milan, qui est maintenant dans une nouvelle présentation extrêmement sobre et fascinante. Eh bien, cette Pietà Rondanini a tous les éléments de l'inachèvement. C'est un inachèvement qui nous donne une anticipation de nostalgie, ce corps qui coule presque sur le flanc de la Vierge, ce visage inaccompli, parce qu'il est aussi défait par la douleur de la mort, etc. Nous avons nous-mêmes le privilège de reconstituer par la nostalgie tout ce qui paraît manquer, mais c'est grâce à ce manque que nous avons ce supplément qu'une pure présence, qu'une idole ne donnerait jamais. Venons donc à constituer un peu ce dossier. C'est un dossier qui s'enrichit, donc, il n'est pas seulement un dossier du côté de la perte. Et je viens maintenant à l'apologue central qui va nous conduire à la définition tirée de Rilke. C'est apparemment un discours, une anecdote, apparemment quelque chose de marginal, mais qui va devenir central. On revient à l'Antibabel, c'est-à-dire à Ulysse. Et Yankelevitch nous dit « Ithaque, même retrouvé, doit demeurer lointaine. Un horizon brumeux reste ouvert devant Ulysse. » C'est juste l'instant avant de pouvoir retrouver les bords de son île. Il n'est donc jamais arrivé, il va ailleurs, toujours au-delà, ce qui arrivera en effet, parce que dès qu'il retrouve Pénélope, il est obligé de lui rappeler ce qu'il a appris par une espèce de voix des dieux. Il doit repartir et porter la rame là chez les peuples qui ne connaissent pas ce drame. Donc il restera un peu et puis il doit repartir. Donc il n'est jamais arrivé. Et à ce moment-là, il y a un écart dans le discours de Yankelevitch et il se rappelle. Il passe de la théorie à l'expérience de mémoire. Un juif rencontre un jour un moujik sur la route. « Où vas-tu comme ça ?» demande le moujik au juif. « Je vais à Kiev », répond le juif. « Comment ? Tu vas à Kiev, se tourne le moujik, mais tu sais que Kiev est à 30 verstes et toi, tu es tout seul à pied sur la route. Et qu'est-ce que tu vas faire à Kiev ? « Oh, rien, répond le juif.
je n'ai rien à faire, mais je trouverai bien quelqu'un là-bas pour me ramener. Alors, l'aspect paradoxal de ce récit est placé comme ça, comme une espèce de contrepoids au rêve de retour conquérant d'Ulysse, parce que Ulysse arrive à se défaire de ceux qui entouraient son épouse, reprend le pouvoir dans son île, etc. Je vais à Kiev simplement pour trouver quelqu'un là-bas qui me ramène. Il ne dit rien de plus, mais quelques pages plus loin, et justement là où l'inachevé va arriver, donc c'est à la fin de ce chapitre, nous retrouvons ce passage. Et la définition, donc c'est exactement à la fin du chapitre, et cette définition, il faut la lire assez lentement. Ma démarche est plutôt la démarche de quelqu'un qui ne va nulle part et qui, en tout cas, va plus loin. La démarche de quelqu'un qui ne sait où il va. Peut-être, comme le juif d'Ukraine, va-t-il à Kiev où il n'a rien à faire? Il va, sans aller ici ou là. Il va sans doute au-devant d'un nouvel espoir, suivi de nouvelles désillusions. Il va vers un ailleurs infini. Et il conclut, cette aventure nous laisse au bord de la route, elle nous laisse, selon la belle expression de Rilke, quelque part dans l'inachevé. Alors, permettez-moi de m'arrêter un instant sur cette formule qui me paraît compliquée de Yankelevitch, parce qu'elle vient à la suite de l'apologue du juif qui va vers Kiev. D'abord, Yankelevitch pose une instance qui me paraît essentielle. Et nous verrons ça chez Rilke, mais avec un approfondissement que Yankelevitch donne à la formule de Rilke. Pour vraiment être, je dirais, dans l'horizon de l'inachèvement, il faut ne pas avoir eu un but devant. Si le juif avait eu un rendez-vous à Kiev, ce ne serait pas dans l'inachèvement. Il va simplement pour avoir le bénéfice, la grâce, le kairos, que quelqu'un le ramène. Donc sans un but, sauf le fait qu'il attend un don, qu'il attend une main qui le reconduise. Alors, dans la formule de Yankelevitch, cet apologue devient absolument essentiel. L'inachèvement n'est plus la condition de quelque chose qui attend son accomplissement, n'est pas quelque chose qui est resté en deçà de la fin du projet, n'est pas quelque chose qui a une téléologie inaccomplie, mais au contraire, l'inachèvement se place au bord de la route, comme Yankelevitch le dit, en attendant. C'est une condition donc de parfaite ouverture. Ce qui nous permet éventuellement aussi de faire des réflexions supplémentaires sur l'art contemporain. Mais nous y reviendrons et peut-être Mme Escovitch le fera. Mais ici, en tout cas, il y a toute une sagesse qui va retrouver ses sources. Je pense notamment à quelques pages du colonel Tarabas de Joseph Roth. Là aussi, il est question
d'une vie qui s'use dans l'inachèvement, mais elle trouve sa dignité au moment même où elle pourrait se perdre totalement parce qu'on tire par divertissement sur les murs d'une vieille maison et les balles découvrent le visage d'une vierge qui, tout en étant évidemment crevée par ces balles, montre encore la silhouette d'un profil éternel, et ce colonel est complètement fasciné, séduit par cette apparition venant de la violence même qu'il a exercée, et à partir de là, il fait le chemin à rebours en essayant de retrouver les gens auxquels il a fait violence, avec encore une fois le pardon qui sera donné par ce Schramek, par ce juif désormais très âgé, presque aveugle, qu'il avait un jour lancé en l'air par mépris. Alors c'est à partir de là qu'il retrouve son chemin et son pardon. Et il y a toujours une espèce de continuité dans cette mémoire, dans la mémoire de cette tradition. Prenons donc la formule dans sa lettre. Il va vers un ailleurs infini. Donc, quelque part dans l'inachevé, c'est un ailleurs infini, c'est plutôt vers l'ouvert que vers la conscience d'un accomplissement qui manque. Venons maintenant d'où Jankélévitch prend cette formule, c'est-à-dire des cahiers, c'est un texte autobiographique de Rilke, publié en 1929, et Rilke nous présente plusieurs fois cette formule, mais je voudrais commencer tout de suite par le centre même de notre formule. Je lis le passage en français, mais je serai obligé de faire des références au texte allemand. C'est en l'année qui suivit la mort de maman que j'aperçus pour la première fois Abélone. Abélone était toujours là. C'était même son tort le plus grave. Et puis Abélone n'était pas sympathique. C'est ce que j'avais constaté un jour, autrefois, je ne sais plus en quelle occasion, et je n'avais jamais sérieusement vérifié cette opinion. Abélone était là et on usait d'elle tant bien que mal. Une personne de la famille, sans destin, toujours seule. Donc, pourquoi Abélone est-elle là ? Chacun de nous a pourtant une certaine raison d'être, ici, même si elle n'est pas toujours à première vue apparente, comme par exemple l'utilité de Mademoiselle Ox, une autre dame qui travaille dans la famille. Mais d'ailleurs, Abélone avait une qualité, elle chantait. C'est-à-dire qu'il y avait des périodes durant lesquelles elle chantait. Il y avait en elle une musique forte et immuable. Et s'il est vrai que les anges sont mâles, on peut dire qu'il y avait un accent mâle dans sa voix, une virilité rayonnante et céleste. Moi, qui comme enfant déjà était si méfiant à l'égard de la musique, et puis la longue parenthèse qui nous porte à la formule, non pas parce qu'elle me soulevait plus violemment que tout hors de moi-même, mais parce que j'avais remarqué qu'elle me
déposer plus bas, d'où elle m'avait trouvé, plus bas, quelque part dans l'inachevé. Donc il avait peur, tout jeune, de la musique, non pas parce que la musique, au sens romantique, le élevait, le soulevait plus violemment que tout, hors de moi-même, au contraire, parce qu'il le déposait plus bas, quelque part dans l'inachevé. C'est justement parce qu'il avait cette peur qu'il supportait cette musique sur laquelle on pouvait monter, debout, très droit, de plus en plus haut, jusqu'à ce que l'on pensât que l'on pouvait être à peu près au ciel depuis un instant déjà. Je ne soupçonnais pas alors qu'Abélone dût encore m'ouvrir d'autres cieux. Tout d'abord, nos rapports se bornèrent à ceci, qu'elle me parlait de l'enfance de maman. Alors, nous avons cet épisode qui est ouvert par le souvenir de la mort de maman. C'était en l'année qui suivit la mort de maman que je m'aperçus pour la première fois d'Abélone. Et la péricope est terminée. Et tout d'abord, nos rapports se bornèrent à ceci, qu'elle me parlait de l'enfance de maman. Donc c'est dans cette espèce de conscience de deuil qu'il retrouve une figure à peu près effacée qui était là dans la maison, mais qui n'avait eu, pour l'instant, pour lui, aucune signification. Et cette dame chantait avec une virilité céleste, et cette musique permettait aux jeunes, à Laurie Bridge, de monter plus haut, alors que lui, il avait toujours eu peur de la musique qui le déposait plus bas, plus dans le fond, dans une espèce de gronde inavouée, plus bas, quelque part dans l'inachevé. La traduction est une traduction célèbre de Maurice Betz, qui a traduit plusieurs textes de Rilke, mais il faut prendre le texte allemand, parce que dans le texte allemand, la formule est un peu différente. Donc, sondern tiefer, donc dans le plus profond, ins Unfertige hinein. Donc, ins Unfertige, l'inachevé, mais cet inachevé qui n'a pas eu la possibilité, pour ainsi dire, de se développer. C'est pourquoi, nous le verrons, cet inachèvement ramène toujours à l'enfance. Et je vous citerai deux autres passages pour vous montrer cette tension qui se fait dans le texte de Rilke vers la fin, le besoin de retrouver le monde classique et dans le monde classique l'inachevé de sa propre vie. Je prends juste un passage précédent et nous venons à la conclusion. Il y a donc une unité du monde, dit Rilke, et sans doute la moitié céleste de la vie était-elle adaptée à la coupe ronde de l'existence terrestre, comme deux hémisphères forment ensemble une boule d'or intacte. Et cette perfection de la vie, cette perfection des sphères, donne à Rilke l'occasion de réfléchir sur sa vie. Comme ma vie flotte autour de ce fruit, songe-t-il, autour de tout ce qui est parfait, monte et s'exhale ce qui reste encore à accomplir. Et alors, de l'inachevé surgit, presque trop vite, cette petite figure
tendue par-delà l'infini, à laquelle, au témoignage de Galien, tous pensaient lorsque disait la poétesse. La poétesse. C'est la figure que nous retrouvons, par exemple, dans l'Ode à une urne grecque, que nous retrouvons dans certains poèmes étrusques, c'est-à-dire consacrés à son voyage en Étrurie, de Julio Cortázar. Cette figure qui surgit et qui est tendue par-delà l'infini. La danseuse de l'urne grecque, le chanteur, le berger étrusque dans le poème de Julio Cortázar et aussi dans son livre Imagen de John Keats que nous avons évoqué il y a 2 ans. Eh bien, c'est à partir de là que de l'inachevé surgit un accomplissement possible. L'élan du monde classique qui demande de sortir de ce portrait figé que nous voyons pourtant dans cette urne ou dans ce chant. C'est toujours le rêve, à partir surtout du XIXe siècle, de sortir de la représentation. L'œuvre d'art n'est pas seulement une représentation. Et c'est ce que nous voyons très bien dans le chef-d'œuvre inconnu. Le besoin de sortir de la représentation. Le petit doigt du pied reste dans sa perfection, mais après tout le reste est un tourbillon de lignes de couleurs qui montre le travail de l'artiste pour faire sortir cela. Le mythe et l'effet Pygmalion que Victor Stoïkita a étudié. Le besoin de sortir de la représentation. Et donc, il y a là un problème ultérieur pour notre temps et pour nos esthétiques. Tout ce qui est achevé risque d'être absorbé dans la représentation. C'est une figure qui nous montre que il y a dans l'achèvement l'apparence évidente d'un mimétisme qui a trouvé son accomplissement, mais alors l'ordre de lecture va nécessairement dans l'ordre de la représentation. Et donc il n'y aurait jamais l'instant authentique. On est toujours dans le multiple de la représentation. Alors que, nous le voyons ici dans le texte de Rilke, ce besoin de sortir de la forme pour percer la surface et arriver au vivant. Faire de sorte que le vivant s'impose, s'installe, même s'il doit défigurer le lieu d'où il sort, la perfection de la représentation et de la forme. Combien d'artistes, au commencement du XXe siècle, ont fait cela, tout d'abord. Défigurer, non pas pour une espèce de méprise, mais pour le besoin de sortir de cette forme qui fige dans la représentation. Alors, l'inachèvement se complique. Nous avons déjà vu comment il s'articule chez Jankélévitch, mais chez Rilke aussi, cet inaccomplissement nous ramène à un besoin de l'art contemporain, c'est-à-dire comment sortir de la représentation. Et enfin, le troisième point que je voudrais vous proposer,
et qui nous permet, j'espère, de retrouver une autre ligne de force ou de tension dans le projet de ce séminaire. C'est vraiment la fin du livre. Et c'est un constat rétrospectif. En ces années, les grands changements s'opérèrent en lui. Le dur travail de se rapprocher de Dieu lui fit presque oublier Dieu lui-même. Et tout ce qu'il espérait peut-être à la longue obtenir de lui était sa patience de supporter une âme. Alors, nous avons déjà un élément que nous retrouverons plusieurs fois dans les poèmes de Rilke, c'est-à-dire que l'effort pour retrouver, disons, l'invisible, le Dieu caché, peut être tel qu'on oublie enfin le but même de cette recherche. On le retrouve constamment dans les poèmes de Rilke, et on le voit surtout dans les moments où Rilke finalement préfère une espèce de pauvreté de degré zéro qui ne se pose pas de questions et de problèmes, parce qu'à chaque fois qu'on pose le problème, ce problème finit par obscurcir, par mettre une toile sur le but de cette recherche. Alors, dans ce constat inquiétant, il cherche à effacer le travail, ce dur travail de se rapprocher de Dieu et de retrouver sa tranquillité d'âme. Cette recherche allait si loin qu'il décida de rattraper le plus important de ce qu'il n'avait su accomplir autrefois, de ce qu'il avait laissé passer dans l'attente. Il pensait surtout à l'enfance, et plus il réfléchissait avec calme, plus elle lui paraissait inachevée. Alors, à la fin du volume, tout le travail qui commence ici à Paris avec tout un travail, je dirais, d'apprentissage, d'initiation à la vie moderne, se termine par une espèce de besoin d'accomplir l'enfance, les bifurcations qu'il avait laissées de côté. Il pensait surtout à l'enfance, plus il réfléchissait avec calme, plus elle lui paraissait inachevée. Tous ces souvenirs avaient le vague des pressentiments et qu'ils fussent passés le faisaient presque ressortir à l'avenir. Donc, reprojeter les souvenirs d'enfance dans l'avenir, reconstituer un avenir d'enfance, etc. C'est évidemment une conclusion à son tour désireuse d'un achèvement, mais le fait que l'inachèvement ne soit pas posé à l'avenir, mais au commencement, c'est-à-dire dans l'enfance, nous donne un autre élément de réflexion. Je l'ai déjà évoqué à propos de l'irréversibilité. L'irréversibilité et l'inachèvement. Eh bien, nous avons maintenant un troisième élément, c'est-à-dire que l'inachèvement n'est pas orienté nécessairement vers le futur d'où on attendrait un accomplissement, mais au contraire, cet inachèvement ne peut être constaté qu'à partir d'un travail de mémoire. Nous ne savons rien du futur. Est-ce qu'il y aura telle forme ou l'autre? Nous n'en savons rien. En réalité, la seule forme que nous pouvons constater d'achèvement et surtout d'inachèvement est dans le passé. Et donc, Rilke dit, il faut restituer des possibilités aux inachèvements de l'enfance. Nous redonner une sorte de deuxième enfance ou d'avenir de cela.
Il s'agit donc, dans cette conclusion, de rouvrir, si vous voulez, le dossier de la mémoire d'une manière parallèle à celle que Proust déploie dans la recherche. Il y a des constellations qui se font dans les années 10 et 20 du XXe siècle qu'il faudrait suivre dans leur proximité sans que nécessairement il y ait des parentés. Donc ce besoin de reconstituer l'inachèvement à partir de l'enfance inachevée Rilke, la recherche Proust, matière et mémoire Bergson, etc. Nous reviendrons certainement sur ce thème. Je voudrais maintenant aborder, vous voyez, il s'agit tout simplement d'un dossier. J'ouvre un dossier, une position de problème, pas de thèse, mais de problème, à partir des auteurs qui ont le plus réfléchi sur ce statut. Et je voudrais venir, nous ferons après une petite pause, et comme je vois donc dans la salle partie des conférenciers, j'aimerais bien après les appeler à cette table pour continuer ensemble cette sorte d'ouverture de dossier, afin que quelque part dans l'inachevé soit vraiment dans sa richesse et non seulement dans le constat à chaque fois multiplié d'un manque. Eh bien, je voudrais venir maintenant à quelque chose qui se présente à son tour comme une espèce de relecture de Yankelevitch Rilke, et notamment le fascicule 50 et ultime de la nouvelle revue de psychanalyse consacrée précisément à l'inachèvement. C'est le moment où Pontalis, Jean-Baptiste Pontalis, qui en était le responsable, décide qu'il faut terminer. Et dans la préface inoubliable, dont le titre est « Au moment voulu », la première ligne nous dit « Avec ce recueil s'inachève la nouvelle revue de psychanalyse ». S'inachève. Ça a été, je crois qu'une partie d'entre vous connaissent certainement la revue, une revue qui a donné beaucoup à la réflexion, qui a eu un parterre de collaborateurs extraordinaires, qui a eu toujours des thèmes monographiques de grande importance, d'abord liés à la psychanalyse et puis de plus en plus à l'histoire des idées. On pourrait dire que les 10 premiers sont vraiment des fascicules consacrés à la psychanalyse, incidence de la psychanalyse, objet du fétichisme, lieu du corps, effet et forme de l'illusion, l'espace du rêve, mais à partir, après la première décade, eh bien, on va vraiment vers l'histoire du symbolique et des idées. Un fascicule qui m'avait marqué à l'époque, c'est le 11e, Figure du vide. Puis il y a eu Narcisse, du secret, mémoire, l'idée de guérison, la croyance, etc. Le trouble de pensée, l'attente, le champ visuel, l'épreuve du temps, etc. Et voilà donc une décision inattendue, soudaine, et Pontalis le dit avec beaucoup de finesse. En la circonstance, il n'y a aucune raison objective qui puisse justifier l'interruption de la publication. La revue, comme on dit, marche bien. Lectorat fidèle, abonnés nombreux, éditeurs satisfaits, etc. Mais alors, pourquoi justement terminer? Eh bien, je pense que là, il y a toute une réflexion qui a été faite dans les mêmes années, par exemple, par Michel de Certeau, qui avait connu la psychanalyse,
et qui parlait à un moment donné de rupture instauratrice. Je n'aurai pas le temps de traiter ce sujet. Peut-être quelques-uns des intervenants le fera, mais je ne voudrais pas donner de l'inachèvement une idée monolithique. Il y a un bel ouvrage auquel il manque quelque chose. Je voudrais plutôt montrer que cet inachèvement se pose lui aussi à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler, avec Michel de Certeau, mais aussi avec Pontalis, des ruptures instauratrices. S'il n'y a pas la rupture de la surface, rien ne jaillit. Un besoin de jaillissement que je sens personnellement encore plus fort dans ce temps où on ne fait que raboter les identités pour être dans une espèce de neutre, comme si le neutre nous rassurait. Alors, je crois qu'il faut au moins, dans l'appareil symbolique de notre esprit, avoir d'autres solutions. Renoncer au jaillissement, c'est déjà nous inscrire dans la liste de la mort, à mon sens. En tout cas, ce texte de Jean-Baptiste Pontalis nous met dans, ce n'est pas il y a 300 ans, c'est l'année 1994. Donc, il y a 20 ans. Pas une génération. Et pourtant, on avait encore le courage de ce type de geste, parce que derrière, il y avait évidemment une conscience psychique très forte. La psyché est capable de réagir, est capable d'instaurer des ruptures à partir desquelles quelque chose peut jaillir. Et dans son texte, avoir choisi l'inachèvement pour titre de cet ultime numéro n'est pas seulement un clin d'œil complice. Nous espérons vraiment de trouver une formule différente de celle d'une revue et susceptible d'assurer à l'esprit qui anime la nouvelle revue de psychanalyse un nouveau commencement, a new beginning. Eh bien, dans les textes, parmi lesquels il y a, par exemple, un magnifique chapitre de Jean Starobinski, Le regard des statues, qui deviendra, après le préambule de son grand livre sur la mélancolie, c'est Le regard des statues, de Chirico, dans la place vide à midi, sans aucune ombre, et donc des statues qui sont dans l'impossibilité de sauvegarder leur ombre, sont dans une espèce de nudité sans abri. D'où la mélancolie, enfin toute la réflexion que Jean Starobinski fera sur ce grand texte, grands ouvrages de Chirico, et qui commence ici précisément, Le regard des statues. Et d'autres encore, André Green par exemple, Vie et mort dans l'inachèvement, un texte important. Ou Didier Anzieux, un exemple d'attaque contre l'achèvement d'une œuvre. Là, on est dans la partie militante. Et dans l'argument qui précède toujours les fascicules, comme dans la tradition, les auteurs, enfin le comité de rédaction, nous présente en effet le retour à l'inachèvement comme une possibilité. N'oublions pas que l'inachèvement peut être aussi un symptôme, la procrastination et l'inépuisable doute obsessionnel, procrastination, inépuisable doute obsessionnel,
insatisfaction incessante, la nostalgie mélancolique de l'objet à jamais perdu, sont autant de signes que le préfixe négatif d'inachèvement est alors le seul vainqueur. Et il cite René Char, dans l'éclatement de l'univers que nous éprouvons, prodige, les morceaux qui s'abattent sont tous vivants. Voilà une autre manière de penser cette rupture instauratrice. L'univers éclate, tant pis, mais les morceaux sont vivants. Ça, c'est donc la parole de René Char. Eh bien, dans ce texte, et toujours dans les préambules, après avoir évoqué les grands auteurs, les responsables de la revue viennent, et comme ça on continue avec cet apologue de la tradition juive, on vient à Bruno Schulz. De façon paradoxale, une vision mystique de la perfection comme celle de Bruno Schulz dans le livre semble incompatible avec tout achèvement. Et puis il le cite. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver entièrement et jusqu'au bout. Elles sont trop grandes pour tenir dans un événement, trop splendides. Elle essaye seulement d'arriver. Elle tâte le sol de la réalité. Les supportera-t-il? Et tout de suite, elle recule, craignant de perdre leur intégrité dans une réalisation imparfaite. Magnifique apologue de Bruno Schulz. L'inachèvement peut être aussi le signe de quelque chose qui est trop grand pour risquer de se perdre, de perdre son intégrité dans une réalisation imparfaite. Donc, tout rapport à l'infini, pensons à l'infinito de Leopardi, tout rapport au Dieu, tout élan mystique se trouve face à ce risque, à cette impossibilité. Celui qui marche vers moi, pourra-t-il jamais arriver à moi sans risque de se perdre, sans risque de perdre la grandeur de sa perfection s'il devait vraiment arriver à moi. Et encore, et là la formule vient à notre texte, dans son beau livre d'entretien quelque part dans l'inachevé, formule empruntée à Rilke, Vladimir Yankelevitch répond à Béatrice Berlovitz à propos de la musique. Et puis il le cite. On comprend pourquoi la musique, ayant pour dimension naturelle la temporalité, porte plus ou moins la marque de l'inachèvement. Donc la musique, par excellence, porte la marque de l'inachèvement. Tout ce qui se déroule dans la succession temporelle, même quand il s'agit d'une danse ou d'une pièce gaie, distille à un moment ou à un autre quelques gouttes de mélancolie. Encore une fois, nous revenons au grand thème que nous avons évoqué au commencement, l'irréversible et la nostalgie, le regard des statues et la mélancolie, et surtout le fait que, finalement, comme Roland Barthes le disait, la musique est surtout dans l'attente du son qui va venir. Et il pensait surtout à Pablo Casals, et il le dit dans son livre sur comment vivre ensemble. Le besoin de l'attente comme condition même du vivre ensemble. Et c'est là qu'il fait l'exemple de la musique comme une attente partagée de signification. Ce n'est pas la réalisation de la note qui compte, mais l'attente que ce son puisse s'exprimer et venir à nous.
je voudrais encore vous proposer des références dans ce volume magnifique, mais je voudrais terminer par, tout revient à une espèce de boucle, à la manière par laquelle Starobinski revient au texte de Baudelaire que nous avons lu. Et le chapitre a comme titre Avec sa jambe de statue, et c'est l'un des éléments qui sont toujours dans la contemplation de Baudelaire. Et il transcrit tout le texte à une passante en disant « Le mot statue en fin de vers conclut la longue phrase descriptive initiale, hein, c'est-à-dire les deux premières strophes. Reportant son regard sur le vers suivant, le lecteur découvre le sujet « moi » qui se dresse et s'antépose, comme provoqué par la découverte de la forme parfaite de la jambe. Les mots qui suivent ne sont séparés que par la ponctuation, c'est-à-dire par le point final de la phrase descriptive et l'écart de position d'une ligne à l'autre entre dernière et première syllabe de deux alexandrins successifs. Il y a donc ici, tout ensemble, contact et rupture. Je n'ai jamais trouvé une leçon plus belle, apparemment dans le constat simple du rythme de la ponctuation, que chez Starobinski lisant à une passante de Baudelaire. Dans ce rythme, il y a en même temps contact et rupture. Et alors, je viens, pour terminer mon propos, il y a encore d'autres textes, mais je préfère conclure avec ce texte de Jean Starobinski, à cet élément qui me semble peut-être le plus fondamental de ce que nous allons faire dans ces semaines de séminaire. L'inachèvement demande un regard lent, un constat presque médical des symptômes. Il faut tourner autour de la statue. La vision directe ne suffit pas. Il y a une espèce de, comme Jean Starobinski le dit, dans la perception de l'inachèvement, il y a contact. Il y a cette espèce de conscience que nous sommes là pour participer à quelque chose qui aurait pu se faire, qui est en train de se faire, qui demande mon constat, mon contact, mon adhésion. Alors que la chose achevée vous demande simplement, et bien souvent, hélas, de faire une photo et puis aller acheter une carte postale, une carte illustrée, etc. Je plaisante, mais c'est pour vous dire que la conscience de l'inachèvement ne se fait pas d'une manière soudaine et claire, alors que la chose achevée est là. Donc il y a besoin de contact et tout de suite, en même temps, comme les trois derniers vers d'une passante de Baudelaire, cette espèce de tragédie de la rupture, non seulement à l'intérieur de l'ouvrage que nous définissons maintenant avec irréversibilité comme inachevé, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, du fait que, platonicien qu'on soit ou pas, il n'y aura jamais de forme, ou que cette forme,
aura besoin toujours de ce deuil pour pouvoir se déclarer dans son inachèvement. Et donc, contact et rupture. Mais, j'espère bien, c'était en tout cas le propos que j'ai eu en pensant à ce séminaire collectif. Oui, contact et rupture, mais alors une rupture instauratrice, jaillissante d'hypothèses. Au moins de cela, jaillissante d'hypothèses. Il ne s'agit pas, comme Charles le dit, tu ne peux plus changer, mais tu peux encore souscrire. Non, il ne s'agit pas, dans ce cas, simplement de souscrire à l'achèvement, mais de travailler constamment, patiemment, fiévreusement à définir, à partager, à soigner en nous cet inachèvement, une condition essentielle de l'œuvre d'art et du vivant.